Salut les amis, bonjour les petits loups. Alors aujourd'hui je vais vous parler des éléments à prendre en compte, des réglages à connaître, à savoir la focale de son objectif. A tout de suite. Certains achètent leur objectif au petit bonheur la chance, d'autres c'est le budget qui achète l'objectif. Je peux comprendre les deux formes d'achat. Quand j'ai commencé la photo réflexe en 1973, les zooms n'étaient pas démocratisés comme ils le sont aujourd'hui. Donc on achetait son appareil photo avec un 50 mm. On n'avait pas trop le choix. Bon, les 20 mm et 35 mm existaient, les 100 mm et les 150 mm et les 200 mm existaient aussi. Mais c'est comme si on disait aujourd'hui, vous vous achetez un 1000 mm. Ça viendrait à l'idée de personne. Eh bien à l'époque, c'était un peu pareil. Donc on était cantonné aux 50 mm. C'était à peu près tout. Un peu plus tard, je me suis acheté un zoom, un Soligor, un 75-360. Qui était à vis, hein, c'était le 42 mm, c'était la bague universelle. À l'époque, on avait des bagues universelles et on pouvait mettre du Leica sur du Canon ou sur du Nikon ou sur du Pentax sans aucun problème. Ce qui n'est plus le cas de nos jours. Voilà. Alors actuellement, dans les bundles, donc les paquets ou packages, pour faire du franglais, il y a un zoom, voire deux. On a généralement un 18-50 ou quelque chose d'équivalent selon les marques, et ça amène une certaine souplesse quant au choix, et ça évite d'avoir trop d'état d'âme sur ce que l'on doit acheter ou pas. Alors parfois dans ces bundles il y a un deuxième zoom. Alors en général c'est un zoom transstandard qui va au-delà du 50 mm et qui va jusqu'au 200, 250 voire le 300 mm. Ce qui nous amène d'autant plus de souplesse que avec un 18, par exemple pour les APS-C, pour les APS-C on a un 18-50 et un 50-250, et pour les 24-36 nous avons un 24-80, un 24-75, un 28-85. Enfin vous voyez l'esprit, ça tourne aux alentours d'un grand angle, petite télé. Ça nous amène de la souplesse, à savoir qu'on n'est pas obligé de se spécialiser de suite, on n'est pas obligé de savoir de suite ce que l'on cherche, parce que la plupart du temps, quand on débute, on cherche sa voie. Alors, on sait que on veut faire des photos, hein. Avec un peu de chance, on sait qu'on veut faire plutôt du portrait, ou plutôt du paysage, ou plutôt de la photo de sport, si on est sportif, voire même faire des photos de petites bébêtes, mais ça évite de s'orienter trop tôt vers une voie et ainsi à se spécialiser trop tôt. Alors, voyons comment je peux vous aider. Et pourquoi j'ai dit dans le titre éléments à prendre en compte. Avant toute chose, il convient d'être un photographe généraliste avant d'être un spécialiste. Ça évite de se fourvoyer dans des voies qui ne sont pas vraiment la nôtre ou vers lesquelles on va vite déboucher sur une impasse. Parce que, par exemple, les objectifs sont beaucoup trop chers, comme l'astrophotographie, par exemple, ou acheter un télescope, ça coûte une blinde. Alors, dans certains bundles, certains objectifs ont même le VR, c'est l'anti-vibration. Ça va aussi dans le sens d'une certaine souplesse quant à la prise de vue. Je vous dirai peut-être un peu plus tard en quoi cela peut nous aider. Quand je dis qu'un objectif ne coûte que, c'est parce que au départ, quand j'ai fait de la photo, ça coûtait une blinde, et à moyen terme,
les objectifs étaient relativement très chers et il fallait s'équiper d'objectifs fixes. Ce qui n'est plus le cas actuellement, puisque bon, dans les bundles, on a des zooms 18-50, ce qui correspond à un trans standard, donc à un grand angle, petit télé, ce qui est parfait pour faire ses griffes. Bon, alors, on prend quoi pour débuter? Bah oui, j'y arrive. Alors, il convient au départ de s'acheter un objectif trans standard qui vous permette de faire un peu tout. Du style un 18-50 pour les APS-C, et un 24-75 ou un 28-75 pour les 24-36. Si vous avez le budget, prenez un 18-80 pour la PSC et un 24-120 pour le 24-36, plein format. Ce sont des objectifs vraiment à tout faire avec lesquels vous ferez 75, 80, voire 90% de vos prises de vue. Vous aurez très peu de choses à rajouter pour faire les 5% restants. Alors les derniers boîtiers des fabricants d'appareils photo ont fait d'énormes progrès, dont le Z50 dont je vous ai parlé il y a très peu de temps, et le 780 également. Alors l'ouverture des objectifs, l'ouverture de 1.4, 1.2, 2.8 pour les petites télés n'est plus forcément indispensable. Comme je viens de tester le Z50 et le D780, croyez-moi que si j'avais eu un de ces deux boîtiers, je n'aurais pas été contraint de m'acheter un 50 f1.4 qui coûtait à l'époque la peau des miches et qui est encore relativement très onéreux par rapport à un 51.8 qui m'aurait parfaitement fait l'affaire et m'aurait rendu le plus heureux des photographes et m'aurait fait faire de substantielles économies. Bon, aujourd'hui nous avons des petits zooms relativement très performants, des 18-50. Alors c'est vrai qu'ils ne sont pas transcendants, mais ça permet de faire de très très bonnes photos et si on n'est pas extrêmement exigeant, peuvent parfaitement faire l'affaire. Vous avez le 1840 par exemple de chez Nikon, parce que je suis en Nikon donc je parle plutôt de ce que je connais. Donc le 1840 par exemple qui valent dans les 1000 € et sont très polyvalents. Pour les pleins formats vous avez le 24-120 ou le 24-85. Le 24-85 par exemple coûte dans les 400 €. Le 24-120 ou voire un 28-300 si vous avez vraiment envie de faire des photos de très loin qui valent dans les 1000 €. C'est un ordre d'idée, c'est un ordre de grandeur. Je veux dire, je n'ai pas le chiffre exact, compte tenu qu'à un moment donné, cette vidéo sera regardée Dieu sait quand. Donc le prix que je vous donne est effectivement un prix approximatif et c'est un ordre de grandeur. Alors un zoom peut vous permettre de passer le cap de vos débuts. Au départ, on cherche sa voie, on ne sait pas ce que l'on souhaite faire. Un zoom, c'est polyvalent, il vous permettra de faire avec le grand angle du paysage et avec le petit télé, jusqu'au petit télé, il vous permettra de faire des portraits et entre les deux, vous permettra de faire des photos le tout venant. Donc, vous mettez votre 18-50 ou votre 24-85 et là vous serez prêt à faire des photos en toutes circonstances. Par exemple, le petit zoom 24-85 très sympathique qui ouvre à 2.8 et qui glisse jusqu'à f4 en position télé, dans les 400 € sera parfait. Il vous permettra de faire des photos de paysage jusqu'aux photos de portrait. Le 85 étant par excellence le petit cas portrait. Alors c'est vrai que par exemple on pourrait être un peu plus à l'aise avec un 20 mm pour faire du paysage. Ceci dit, si vous avez un 24 mm, l'angle de champ embrassé par un 24 est légèrement inférieur à celui du 20, mais par contre peut-être qu'on évite les déformations sur les côtés en forme de tonneau ou de barillet, et avec un objectif de 24 mm, vous faites 2-3 photos, vous faites votre panneau, vous assemblez ça dans Photoshop Éléments par exemple, et l'affaire est dans le sac. Et ça vous aura évité de vous acheter un 20 mm
relativement onéreux si vous voulez une bonne optique. Plus tard, vous pourrez compléter par un 50-250, un 70-200, voire un 28-300. J'aime pas trop les amplitudes extrêmes, c'est-à-dire plus de 10 fois. 5, c'est très bien. On est même à la focale, à la plus grande, on est toujours dans le qualitatif. Si ce n'est que par exemple un 28-300 coûte la peau des miches, mais par contre est excellent à mains égards. Mais bon, il faut mettre la main au porte-monnaie. Bon, alors, comment utilise-t-on notre objectif? Alors, je vous rappelle que pour la profondeur de champ, qui est primordiale quand on fait de la photo, c'est soit on détache le premier plan du fond, soit on l'intègre dans le fond. Plus on veut de profondeur de champ, plus on prend un angle de champ élevé, style 24 mm par rapport à un 50, on ferme son diaphragme et éventuellement on se recule. Alors quand je dis fermer son diaphragme, c'est on ferme, si on est à 8, on ferme à 11 ou 16, hein, par exemple. Et on se recule par rapport au sujet que l'on veut photographier pour augmenter sa profondeur de champ. Pour vous donner une idée sur l'importance de la longueur focale de votre objectif, je vais vous faire passer 4 photos prises du même endroit, à f8, avec le même point de vue. À savoir qu'on est en train de photographier quelque chose en ayant fait la mise au point sur une tomate et le paysage derrière en conséquence. Le protocole de prise de vue, c'est je suis à 1 mètre de mes tomates, je prends la tomate rouge, le petit rectangle qui symbolise l'endroit où j'ai fait la mise au point vous indiquera effectivement que je fais la mise au point sur la tomate. Je suis à f8 avec un 24 mm, un 50, un 100 et un 120. Le 24 mm vous donne une vue large et nette avec une très bonne profondeur de champ, bien qu'on ne soit qu'à 8. Le 50 mm vous donne un angle de champ forcément plus réduit et une bonne profondeur de champ. Le 100 mm vous donne une image relativement plus serrée sur le cadrage de la tomate, avec un fond qui devient beaucoup plus flou, même à f8. Et enfin, le 120 mm vous offre une image encore plus serrée sur la tomate avec le même fond, avec le même diaphragme de 8 et avec un fond un tout petit peu plus flou qu'au 100 mm. Vu qu'entre le 100 et le 120 il y a très peu de différence, l'accentuation du flou ne saute pas aux yeux. Alors certes, le cadrage est différent selon les focales utilisées. Ceci dit, ce qui est important, c'est que vous pouvez voir qu'en étant sur un même endroit, en ayant le même point de vue, le cadrage se resserre, mais par contre, la profondeur de champ diminue de plus en plus, comme vous pouvez le voir. Donc si vous voulez faire du portrait, vous prenez en 24-36 un petit télé entre 75 et 120 mm par exemple, et en APS-C, vous divisez par 1,5 pour avoir la bonne focale. Donc si vous voulez du flou, vous prenez un 75 mm, mais si vous voulez encore plus de flou, vous prenez un 100-120 mm. Là, vous aurez un flou d'autant plus important si vous vous rapprochez de votre modèle ou de votre sujet. Il ne faut plus avoir des ouvertures de folie 2, 4, voire un 8 pour les 85 de chez Nikon ou de chez Canon par exemple, compte tenu des progrès faits par les fabricants d'appareils photo. Ceci dit, si vous souhaitez
avoir un beau flou. En fonction de la distance de mise au point, la distance minimum de mise au point, le flou sera plus ou moins accentué. À savoir, par exemple, un 100 mm peut très bien avoir une distance minimum de 1,50 et un 120 mm avoir une distance de 80 cm. Tout dépend de la construction et de votre objectif. Bon, alors après, une fois que je me suis acheté un 24-120, est-ce que je peux m'acheter? Bon, alors, arrêtons-nous un instant sur ce qui vient d'être évoqué. Je vous ai parlé de profondeur de champ sans pour autant vous parler d'ISO, de diaphragme ou de vitesse. Il y a donc d'autres éléments à prendre en compte que ceci. Il faut tenir compte donc de la focale et de la distance minimum de mise au point de vos objectifs. Comme on a pu le voir et comme on peut le voir sur ces 4 petites photos, prises à f8 nous donne des profondeurs de champ différentes. Et donc la focale influe donc sur la profondeur de champ, comme vous pouvez le voir. Si vous souhaitez vous offrir d'autres objectifs, je dirais que ce sera en fonction de votre spécialité. Si vous voulez faire du grand angle, ce sera donc réservé pour du paysage, à la louche. Vous pouvez faire du contre-idée reçue, c'est-à-dire avec un grand angle, faire du portrait, et avec un télé, faire du paysage. On est bien d'accord. Mais si vous débutez, vous devriez d'abord privilégier l'objectif grand angle pour le paysage et le petit télé pour le portrait. Sachez apprivoiser votre objectif. Faites des photos à pleine ouverture et fermez de plus en plus et regardez ce qui se passe. Vous en apprendrez plus que 50 vidéos sur YouTube. Un grand angle, comme vous avez pu le voir sur les photos, possède une profondeur de champ naturel plus importante qu'un 50 ou un 100 mm et à l'inverse, un petit télé ou un téléobjectif, petit télé 75 mm, téléobjectif 150-200, vous donnera moins de profondeur de champ de façon naturelle. Avec un diaphragme de f8, vous n'aurez pas la même profondeur de champ, même si vous faites vos photos depuis un endroit très précis, identique, avec plusieurs focales. Donc il faut savoir en tenir compte. Et le fait que vous sachiez qu'avec un 24 mm à 1 mètre du sujet, vous allez avoir tout net, et un 75, vous n'aurez que le sujet au premier plan de net, c'est extrêmement important et ça vous permet après de moduler votre focale en fonction de ce que vous souhaitez comme résultat. Certes, vous n'aurez pas le même cadrage, mais au moins vous saurez de quoi il en retourne quant à la profondeur de champ et donc quant à l'isolation du premier sujet ou l'intégration dans la photo globale de votre premier plan. Donc la focale fait partie des éléments à prendre en compte au même titre que les diaphragmes, ISO et vitesse. C'est ce qui fait qu'à un moment donné, vous saurez parfaitement maîtriser votre boîtier par rapport à quelqu'un d'autre qui n'en fera pas cas. La focale influe grandement sur le résultat final, comme vous avez pu le voir. Donc à vous d'en jouer et de maîtriser le fait que, en fonction de la focale, vous allez avoir des différences au niveau de la profondeur de champ. Voilà mes amis, j'espère ne pas vous avoir barbé et ne pas avoir été trop long. Si vous avez aimé, comme d'habitude, vous likez, vous partagez, vous vous abonnez et vous faites abonner. Je vous dis à très vite et encore merci de votre écoute.